Déjà vu un avion de ligne, un monstre de plusieurs tonnes s'est lancé dans les airs, et on s'est forcément posé la question, mais comment c'est possible? Comment une telle masse peut-elle s'arracher du sol? Eh bien aujourd'hui, on va plonger au cœur de la machine, dans la puissance et l'ingéniosité des moteurs qui rendent tout ça possible. Alors voici le plan pour notre voyage. On va d'abord explorer les bases, la puissance de la propulsion. Ensuite, on remontera le temps avec le bon vieux moteur à piston. Après ça, on fera le grand saut avec l'arrivée des réacteurs, avant de voir comment on a pu repousser le mur du son. Et enfin, on jettera un œil à ce que nous réserve l'avenir du vol. C'est parti! Pour qu'un avion puisse voler, tout se résume à une sorte de bras de fer permanent. D'un côté, il y a la poussée, la force qui propulse l'avion vers l'avant. De l'autre, la traînée, c'est-à-dire la résistance de l'air qui cherche à le freiner. Le boulot du moteur, c'est tout simple, il doit produire assez de poussée pour gagner ce bras de fer. Le principe de base, c'est la troisième loi de Newton, action-réaction. Pour avancer, il faut pousser de l'air vers l'arrière. C'est aussi simple que ça. Mais la manière dont les ingénieurs ont réussi à faire ça a évolué de façon spectaculaire, en passant des hélices qui mordent dans l'air aux réacteurs qui l'expulsent à des vitesses folles. Allez, on commence avec le patriarche, le grand-père de tous les moteurs d'avion, le moteur à piston. Le concept est très familier pour qui connaît un peu les moteurs de voiture, mais il a bien sûr été adapté pour le ciel. Il faut voir ce moteur comme le cœur qui battait dans les premiers avions. Comme dans une voiture, il crée de minuscules explosions contrôlées pour faire bouger des pistons. Sauf qu'ici, au lieu de faire tourner des roues, cette énergie fait tourner une hélice qui, en gros, agit comme un ventilateur surpuissant qui tire l'avion vers l'avant. Le secret de sa puissance, c'est une sorte de chorégraphie mécanique en 4 temps, répétée des milliers de fois par minute. D'abord l'admission, le mélange air-carburant est aspiré. Ensuite la compression, le piston remonte et presse ce mélange. Puis le moment clé, la combustion. Une étincelle, une explosion et le piston est violemment repoussé. Et enfin l'échappement. On évacue les gaz brûlés. C'est ce cycle incessant qui génère la puissance. Et là, on tombe sur un dilemme d'ingénieur assez classique. D'un côté, le moteur en étoile. Super simple à refroidir parce que tous les cylindres sont face au vent. Le problème, ça crée une traînée monstre, comme un parachute ouvert en permanence. Pour aller plus vite, il fallait quelque chose de plus aérodynamique. C'est là qu'arrive le moteur en V. Bien meilleur pour fondre l'air, mais il fallait un système de refroidissement liquide plus complexe, plus lourd. Le choix éternel entre simplicité et performance. Le moteur à piston a fini par montrer ses limites. Les hélices perdent leur efficacité à haute vitesse et à haute altitude. Pour briser ces barrières, il fallait une idée complètement nouvelle. Une idée qui ne repose plus sur un va-et-vient de piston, mais sur un flux continu et surpuissant. Bienvenue dans l'ère du réacteur. Alors oubliez le cycle en 4 temps. Un réacteur, lui, fait tout en même temps et en continu. C'est comme un grand tube. Il avale l'air à l'avant, le comprime avec des ailettes, injecte du carburant, met le feu et recrache les gaz brûlants à une vitesse hallucinante par l'arrière. C'est une réaction en chaîne, mais parfaitement maîtrisée. Tous les réacteurs ne sont pas les mêmes, loin de là. Chacun est spécialisé. Le turboréacteur à double flux, celui des avions de ligne, est le roi de l'efficacité. Sa grande soufflante à l'avant envoie une énorme quantité d'air autour du cœur du réacteur. Résultat, moins de bruit et une meilleure consommation. À l'opposé, le turbopropulseur utilise sa turbine pour faire tourner une hélice. C'est hyper efficace pour des vols plus courts et à plus basse vitesse. Et cette technologie de turbine est tellement adaptable qu'on la retrouve même sur les hélicoptères. Un turbomoteur, c'est un cousin du turbopropulseur, sauf qu'au lieu d'entraîner une hélice à l'avant, il envoie sa puissance vers le haut pour faire tourner les grandes pales du rotor. Bon, on a vu comment voler vite. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on veut voler plus vite que le son. Là, on entre dans un tout autre monde. Pour dépasser la vitesse du son, il a fallu repenser les choses. Imaginez un moteur sans compresseur, sans turbine, quasiment sans aucune pièce mobile. Ça paraît fou, non? Et pourtant, c'est exactement le principe du statoréacteur. Une pure merveille de simplicité, conçue pour les vitesses extrêmes. Le statoréacteur, c'est un vrai paradoxe. Il est ultra simple, mais il est incapable de démarrer à l'arrêt. Il a besoin d'être déjà à une vitesse supersonique pour fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il utilise sa propre vitesse pour percuter l'air et le comprimer de force à l'intérieur sans avoir besoin d'ailettes de compresseur. C'est la forme même du moteur qui fait tout le travail. Et ça nous amène à une énigme fascinante concernant l'un des avions les plus mythiques, le SR-71 Blackbird. Cet avion utilisait des statoréacteurs pour dépasser 3 fois la vitesse du son. Alors, comment est-ce qu'il faisait pour résoudre ce problème? La question est simple. Si un statoréacteur ne peut pas fonctionner à l'arrêt, comment le Blackbird a-t-il pu décoller d'une piste? La réponse est l'une des solutions d'ingénierie les plus géniales de l'histoire de l'aviation. En fait, son moteur est une sorte de transformer. Au décollage, le SR-71 fonctionnait comme un avion à réaction normale, avec ses turboréacteurs. Mais en accélérant, un système complexe de cônes et de clapets redirigeait le flux d'air
transformant progressivement chaque moteur en un statoréacteur. Une véritable métamorphose mécanique, en plein vol. On a traversé un siècle de combustion. Alors, et maintenant, où va-t-on ? Notre dernière étape nous projette vers l'avenir, vers les nouvelles frontières de la propulsion aéronautique. Quand on pense à l'avenir, on pense souvent à la vitesse, mais le vrai défi, c'est l'efficacité énergétique. Ce chiffre de 33% est important. C'est l'économie de carburant qu'un turbopropulseur moderne peut réaliser par rapport à un jet régional sur un trajet court. Ça nous rappelle que parfois, la technologie la plus ancienne est toujours la meilleure pour certaines tâches. Bien sûr, le chemin vers le futur est pavé d'expériences étranges et merveilleuses. On a essayé la propulsion à vapeur, mais c'était beaucoup trop lourd. On a même réussi des vols à propulsion humaine, prouvant que c'était possible, mais incroyablement difficile. La quête de nouvelles manières de voler a toujours encouragé une pensée radicale. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'électricité. Les moteurs électriques sont silencieux, efficaces et sans émission. Mais il y a un obstacle de taille, les batteries. Le kérosène est incroyablement dense en énergie. Les batteries, en comparaison, sont très lourdes pour la puissance qu'elles fournissent. Résoudre ce problème de stockage est la clé qui débloquera l'aviation électrique. Du simple piston au complexe moteur hybride, l'histoire des moteurs d'avion est une histoire d'ingéniosité humaine, repoussant constamment les limites du possible. Chaque conception était la réponse parfaite à une question de son temps. La seule question qui reste est la suivante. Quelle sera la prochaine percée qui propulsera le prochain siècle de vol ?